Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'avoir rejoint cet atelier intitulé Durabilité et retraite, un défi au cœur de l'actualité. Alors, comme l'a dit très justement Laurence Baudouin ce matin lors de son discours d'ouverture, la durabilité n'est pas qu'une question d'environnement. Pour pouvoir adresser toutes les problématiques relatives aux risques climatiques, nous avons besoin d'une société prospère. Et dans ce contexte spécifique de réforme des retraites, nous devons rééquilibrer un régime, le pérenniser dans un monde en pleine mutation environnementale, climatique, mais également démographique. Donc cet atelier a été initié par le groupe de travail Prévoyance, qui a été créé en 2021. Depuis sa création, nous travaillons essentiellement sur le suivi de l'actualité de la réforme des retraites et la mesure des impacts de cette réforme sur les portefeuilles en prévoyance. Donc je remercie tous les membres du groupe de travail Prévoyance qui ont participé à la préparation de cet atelier, dont certains sont présents dans la salle. Je vois Vincent Roger, Guillaume Biessy, et j'en oublie peut-être. Donc comment va se dérouler cette présentation ? Donc, qui sera animée par Adeline Stéphan, qui est jeune actuaire diplômée de Guy Carpenter, et Jean-Christophe Ducrot, actuaire indépendant chez Solvay-Act, et moi-même, Aurélie Treilloux de Périclès Actuarial. Donc, en introduction, nous allons vous rappeler certains rappels historiques et certaines statistiques qui posent les bases des enjeux de la réforme des retraites. Ensuite, nous verrons les grands contours de cette réforme. Ensuite, Adeline vous présentera les principaux résultats de son mémoire, qui a consisté à travailler sur la mesure des impacts de cette réforme sur un portefeuille en prévoyance. Et enfin, Jean-Christophe vous présentera les résultats d'une enquête qui a été lancée au mois d'avril et à laquelle vous avez peut-être répondu, et sur la mesure et les résultats obtenus en termes d'impact sur les portefeuilles de prévoyance. Donc, pour commencer, je laisse la parole à Jean-Christophe. Oui, bonjour à tous. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu d'histoire pour comprendre le cheminement un petit peu de notre système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, la retraite en France a vu le jour en 1673, où, en fait, il a été mis en place la caisse de retraite de la Marine royale. Donc, c'était la première fois qu'on voyait des retraités en France, et donc ces retraités étaient financés par le Trésor royal, parce qu'on était sous le régime de la royauté. Il s'est passé ensuite quelques années où certains hauts fonctionnaires ont pu accéder à ce type de régime. Et la grande date suivante, c'est 1790, donc juste après la Révolution française. Et donc là, on est sous le régime de l'État, puisqu'on n'est plus sous la monarchie. Et donc là, l'État, ici, a mis en place le régime de retraite pour les fonctionnaires. Il a généralisé à l'ensemble des fonctionnaires du civil en 1853. Donc les caractéristiques de ce régime, c'est un âge de retraite ici à 60 ans et une durée de cotisation de 30 ans. Donc parallèlement, dans le secteur privé, il y en a d'autres qui se sont dit que c'était peut-être une bonne idée, ce système de retraite, et qu'il serait peut-être intéressant de le copier. Et donc on a vu se mettre en place les régimes spéciaux. C'est notamment le cas des cheminots et des mineurs, par exemple. Et ce système ensuite a tenté d'être généralisé en 1930. Mais au cours de ces années, en fait, la France elle a connu plusieurs problématiques. La première, c'était quel système de retraite mettre en place. Est-ce qu'on met de la répartition, est-ce qu'on met de la capitalisation, sachant que pour de la capitalisation, on est soumis, on va dire, aux aléas un petit peu économiques. Et pour de la répartition, on est soumis aux aléas démographiques. Donc, par exemple, pendant les grandes guerres mondiales, donc les travailleurs étaient mobilisés pour aller au front. Et la conséquence, c'est qu'on a moins de cotisations et donc ça pose un problème pour les pensions. Ou encore, si on prend la catégorie des mineurs, donc pendant un certain temps, il y avait beaucoup de travailleurs qui étaient mineurs et par la suite, il y en a eu un peu moins. Donc les cotisants ont diminué alors que les pensionnés ont augmenté. Et c'est vraiment en 1945, donc au moment de la création de la sécurité sociale et de la branche vieillesse, que notre système actuel a été mis en place. Donc les caractéristiques à ce moment-là, c'est un âge de retraite à 65 ans et une durée de cotisation de 30 ans. Et de mémoire, on était aussi sur un taux de rente de base de 40% du salaire. Et donc les premières problématiques qui ont été rencontrées dans les années suivantes, c'est que ce minimum en fait ne permettait pas de vivre convenablement. Et c'est là où on a vu ensuite l'émergence de l'ARGIRC, de l'ARCO,
Et pour le régime général, ensuite, en 1971, on est passé d'une durée de cotisation de 30 ans à 37,5 ans, justement pour pouvoir améliorer ce niveau de vie des retraités. Et en 1982, donc sous des pressions sociales, on a baissé l'âge de retraite de 65 à 60 ans. Donc là, pendant ces années, on va dire qu'on a cherché à améliorer le système des retraites. Et par la suite, on a eu plusieurs problématiques. D'une part, c'était des problématiques démographiques, avec un effet démographique lié au baby-boom qu'on verra par la suite. Et d'autre part aussi, on avait des effets d'allongement de l'espérance de vie, mais également des contraintes économiques, avec une hausse du taux de chômage. Et donc dans ce cadre-là, le régime des retraites a dû être, entre guillemets, piloté. Et donc on est passé à une durée de cotisation de 40 ans en 1993, ensuite 41 ans en 2003, pour aboutir en 2012 à une durée de cotisation de 42 ans, et un âge de retraite de 62 ans. Ensuite vient 2014, on passe sur une durée de cotisation donc de 43 ans, et donc on atterrit ensuite cette année où l'âge de retraite a été reporté à 64 ans. Donc de ce qu'on voit au fil de ces différentes années, c'est que le système de retraite, c'est quelque chose quand même qui est assez récent, parce que concrètement, on est sur quelque chose qui a 75 ans aujourd'hui. Donc on essaie de le mettre en place dans un sens, et en fait on essaie de se réguler. On n'en met pas assez, on en met trop, et ensuite pour essayer de converger vers un équilibre. Et aujourd'hui, c'est cet équilibre qu'on essaie de trouver. Et l'organisme qui est chargé de piloter et donner une appréciation sur ce régime, c'est le corps. Donc pour réaliser ces études, il utilise diverses hypothèses, donc des hypothèses économiques, donc le taux de croissance, le taux de chômage, ce genre de choses, des hypothèses démographiques avec la structure démographique de la population française et l'évolution de l'espérance de vie, et d'autres éléments qu'on pourrait qualifier de management action, qui est le pilotage de l'âge de retraite, la durée de cotisation, ou encore le taux de remplacement, c'est-à-dire le niveau de vie des retraités. Donc si on passe à la slide suivante, on va s'intéresser aux effets démographiques de la population française. Donc là, on a 3 années qui sont représentées, 1975, 2020 et 2050. Ce qui est intéressant de voir en 1975, c'est qu'on avait une démographie qui était plutôt favorable à la population française. Donc on avait un effet de baby-boom qui a duré de 1945 à 1975, où on avait un taux de natalité assez fort. On voit qu'on a certaines petites caractéristiques qui sont liées à une sous-natalité pendant les périodes de guerre. Et ensuite, au fil des années, cette population, on va dire qu'elle a vieilli, pour ensuite arriver, on va dire, à l'heure actuelle, où on a le baby-boom qui se transforme en papy-boom. Et ensuite, à horizon 2050, on va dire qu'on est plus dans un effet d'entonnoir, parce qu'on a un taux de fécondité un petit peu inférieur à 2, mais qu'on compose par un petit peu d'immigration. Et ce qui est important de voir en fait, dans ces différents effets, c'est le poids en fait, des retraités par rapport au reste de la population. Donc quand on regarde en 1975, les plus de 75 ans, les plus de 65 ans ont représenté 13,5% à peu près de la population. Aujourd'hui, en 2020, on est à un peu plus de 20%. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a augmenté de 50% ces effectifs sous risque, et pour aboutir à 28% ensuite à horizon 2050. Donc on va plutôt aller dans une tendance à la hausse. Et donc là, on est sur un premier effet, on va dire, de rente, mais ce qu'on peut observer par ailleurs, c'est que si on regarde les plus de 85 ans, on a fait x3 entre 1975 et 2020. On devrait faire encore un petit peu plus de x2 entre 2020 et 2050. Et ce qui nous posera de nouveaux challenges, on va dire, d'un point de vue général et aussi d'un point de vue assurance, sur la gestion de l'autonomie et de la santé des seniors. Ensuite, je vous propose de passer à la slide suivante, en observant ici les évolutions de l'espérance de vie. Donc on vous a mis les évolutions de l'espérance de vie de 1740 à 2020. Alors si vous regardez bien le chiffre de 1740, on a une espérance de vie qui est de 25 ans à la naissance. Donc ce que ça veut pas dire, ça veut pas dire que tout le monde décède à 25 ans. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des effets démographiques à cette époque-là qui conduisent à une espérance de vie de 25 ans, et notamment s'il y avait un taux de décès à la naissance assez élevé. C'est pour ça qu'on a une espérance de vie faible. Et au fil des années, on a eu des évolutions de cette espérance de vie, donc des améliorations. Donc on a amélioré, on va dire, le taux de mortalité des plus jeunes. Ensuite, on a eu des évolutions au niveau médical sur tout ce qui est traitement des infections. Parce qu'avant, en se coupant, on pouvait décéder, on va dire. On pouvait attraper le tétanos et arrêter là. Et aujourd'hui, on va dire qu'on est sur une nouvelle tendance, et avec des nouvelles évolutions à venir, donc des nouvelles révolutions
dans la partie médicale, on va dire, ou peut-être technologique, qui nous permettront de vivre plus longtemps. Donc, qu'on pose ce constat, on se pose la question naturellement de très bien, l'espérance de vie elle évolue, mais comment ça joue sur l'âge de retraite? Et donc sur l'âge de retraite, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on va l'augmenter de manière infinie, mais c'est pas si simple, parce que quand on regarde l'espérance de vie en bonne santé, en fait, donc qui est le schéma de droite, celle-ci a tendance à stagner. Donc ce que ça veut dire, c'est si on pousse l'idéologie à l'extrême, demain quand on part à la retraite, c'est pour être dépendant. Et c'est là où en fait ça pose une problématique derrière aussi d'équité entre les générations, et donc toutes les problématiques que rencontreront le corps dans les années à venir sur le pilotage des retraites. Donc je vous propose de continuer par la suite avec un point d'actualité sur la réforme. Alors, quels sont les grands contours de la réforme? Donc, bien évidemment, il y a le report de l'âge de départ à la retraite qui passe de 62 à 64 ans, avec une durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein qui est portée à 43 ans, donc dès 2027 pour les générations nées en 1965. Il y a également un impact de cette réforme sur les carrières longues, avec l'introduction d'un plancher de 43 annuités de cotisation. Ensuite, les personnes qui ont commencé à travailler avant 16 ans pourront partir à 58 ans. Celles qui vont commencer à travailler entre 16 et 18 ans partiront à 60 ans. Entre 18 et 20 ans à partir de 62 ans. Et enfin, celles qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans partiront à partir de 63 ans. Par ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que le report de l'âge légal et l'allongement de la durée de cotisation concernent également les fonctionnaires. Et pour les cas des catégories actives et super actives, donc ce qui concerne 20% des agents et la police notamment. Donc il y aura une possibilité d'ouvrir les droits soit à 54, soit à 59 ans. Ensuite, toujours pour les fonctionnaires, il y aura la possibilité de demander systématiquement de travailler jusqu'à 70 ans, donc ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, ce qui ne concernait que les fonctionnaires qui ont des enfants ou qui avaient une carrière incomplète. Il y a également le dispositif de retraite progressive qui est étendu aux agents publics. Et enfin, il y a la création d'un fonds de prévention auprès de l'assurance maladie pour prévenir l'usure professionnelle dans les secteurs hospitaliers et médico-social. Ensuite, il y a une revalorisation de la pension minimale qui passe donc, pour une pension minimale à taux plein à 1 200 € par mois. Concernant le dispositif relatif à la pénibilité, le compte professionnel de prévention évolue avec un déplafonnement des droits, une meilleure prise en compte des polyexpositions et enfin la création d'un congé de reconversion professionnelle. Il y a également la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle pour financer notamment les actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle. Et enfin, ce qui concerne les régimes spéciaux, donc il y a la suppression des principaux régimes spéciaux de retraite, avec notamment le régime de la RATP, le régime des industries électriques et gazières, le régime des clercs employés notaires, celui de la Banque de France, et des membres du Conseil économique, social et environnemental. Donc suppression de ces régimes spéciaux, mais seulement pour les nouveaux embauchés à compter de septembre 2023. Donc les salariés actuels, eux, resteront affiliés à leur régime spécial, donc selon la clause dite de grand-père. Il y a certains régimes qui continuent d'exister, tels que le régime de l'Opéra de Paris, de la Comédie Française ou des Marins. Alors ensuite, on a essayé de synthétiser l'ensemble des mesures relatives à cette réforme. Donc vous allez voir 2 slides, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certains éléments pour lesquels il y a un statu quo, donc ce sont les éléments en bleu, avec notamment ce qui nous concerne, nous assureurs, c'est l'âge de départ à la retraite pour les invalides, qui reste à 62 ans. Ensuite, tous les éléments en rouge, ce sont les éléments pour lesquels il y a une altération des droits, avec notamment le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ensuite, donc les éléments en vert, donc là, ce sont des soutiens, des bénéfices qui sont mis en place dans le cadre de cette réforme, avec notamment
l'élargissement du cumul emploi-retraite, le minimum des petites pensions, donc à 1 200 €. Et enfin, tous les assouplissements en jaune, donc là qui vont faciliter l'accès à la retraite avec notamment les surcotes, le mécanisme des surcotes qui évolue et qui va être assoupli, donc à partir de 63 ans, ou l'accès à la retraite anticipée. Donc si on rentre maintenant en détail sur ce qui nous concerne un peu plus, nous, assureurs, donc tout d'abord sur l'invalidité. Donc comme je le disais précédemment, pour les invalides, il n'y a pas de changement. Donc ils pourront toujours partir en retraite à taux plein à l'âge de 62 ans. Donc les effets, en tout cas économiques, sur ces invalides seront limités par la réforme. Néanmoins, la possibilité de départ à la retraite à 62 ans n'implique pas que tous les assurés invalides partiront à cet âge, puisque quand ils ont encore la possibilité de travailler, ils peuvent choisir de ne pas liquider leur retraite et de continuer à travailler jusqu'à 67 ans. Donc là, vous avez un petit graphique qui précise la répartition des départs en retraite entre les inaptes, les invalides et les personnes handicapées pour l'année 2020. Donc on voit que, en tout cas, les invalides et les inaptes représentent la majorité de ces départs. Ensuite, en ce qui concerne l'incapacité, donc pour l'incapacité, il y a un report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Donc c'est assez difficile de mesurer les impacts relatifs à ce décalage d'âge. Néanmoins, on a pu avoir quelques résultats qui ont été obtenus sur l'observation des effets de la réforme de 2010. Donc là, c'est une comparaison qui a été obtenue entre les cohortes 1946-1951 qui n'étaient pas concernées par la réforme des retraites de 2010 et la cohorte 1952-1954 qui, elle, était concernée par la réforme de 2010. Donc comment lire ce tableau ? Donc, si on regarde la probabilité, donc la première ligne, la probabilité d'avoir au moins un arrêt en maladie, donc cette probabilité, elle passe de 5,4% à 7,1%. Donc elle augmente de 1,7 points au global. Elle augmente de 2 points pour les femmes. Donc elle passe de 5,9 à 7,9%. Et elle passe de 4,9 à 6,1% pour les hommes. De même, si on considère le nombre annuel moyen d'arrêt maladie, donc il passe de 0,075 à 0,096 au global. Donc c'est la dernière ligne. Voilà, et pour les femmes, c'est de 0,082 à 0,107 et pour les hommes, de 0,068 à 0,87. Et enfin, sur le décès, le décalage de l'âge de départ à la retraite a également un impact à la hausse sur la fréquence du nombre de décès. Donc c'est ce qu'on peut voir sur le graphique à droite. Et donc en moyenne, la hausse de la moyenne d'âge d'un an pour un groupe, elle se traduit par une augmentation d'environ 10% de la fréquence des décès. Donc cette augmentation, elle concernera directement les capitaux décès et les rentes de conjoints notamment. Donc je vais maintenant laisser la parole à Adeline pour la présentation des résultats de son mémoire. Merci. Je vais vous présenter donc les résultats obtenus dans le cadre de mon mémoire qui portait sur l'impact d'un décalage d'âge de départ en retraite sur un régime de prévoyance collective. Donc on s'est intéressé aux arrêts de travail en cours dans le portefeuille d'un organisme assureur au 31 décembre 2020. On a supposé l'entrée en vigueur de la réforme immédiate et qu'elle s'appliquerait sans distinction à l'ensemble du portefeuille. On a également pris l'hypothèse d'obligation d'ouverture des droits à la retraite à l'âge minimal légal prévu par la loi. Autrement dit, les assurés présents dans le portefeuille ayant un âge supérieur à cet âge-là auront une provision mathématique nulle. Donc, au 31 décembre 2020, on comptait 1969 incapacités en cours, avec 57% de femmes, et l'âge moyen d'entrée en incapacité était de 49 ans.
On observait également 77 assurés qui avaient plus de 62 ans, qui auront donc une provision mathématique nulle dans le contexte actuel de départ en retraite à 62 ans. Et concernant les incapables, on s'attend à observer un impact sur les provisions mathématiques d'incapacité en cours pour les assurés dont le départ en retraite arriverait avant les 36 mois d'indemnisation du risque incapacité. Donc ici, ça concerne 341 assurés qui ont plus de 59 ans. Donc, concernant les invalides, on en comptait 2483 dans le portefeuille au 31 décembre, avec ici encore plus de femmes, donc 60%, et avec un âge moyen d'entrée en invalidité de 53 ans, presque 54. On garde ici aussi encore l'hypothèse d'obligation d'ouverture des droits à la retraite à l'âge minimal légal prévu par la loi. Et nous avons donc 71 assurés de plus de 62 ans qui auront une provision mathématique nulle dans le contexte actuel. Et sur cette population, on s'attend à avoir un impact sur l'ensemble des provisions mathématiques d'invalidité en cours, puisqu'il faudra provisionner autant d'années supplémentaires de versement de rente que sera décalé l'âge minimal légal de départ en retraite. Donc, au niveau des résultats, on a comparé un premier scénario d'âge minimal légal de départ en retraite à 64 ans à l'ensemble de la population, à la fois pour l'incapacité et l'invalidité. Et ce qu'on constate, c'est que ce décalage de 2 ans a un impact significatif sur le montant des provisions, avec une augmentation de plus de 20% des provisions. Dans la deuxième colonne, on a donc pris les modalités d'âge qu'on connaît aujourd'hui, à savoir un départ en retraite à taux plein pour les invalides dès 62 ans. Et on a quantifié l'impact en appliquant les 64 ans à l'ensemble de la population incapable, sans distinction de génération. Et ce qu'on constate ici, c'est que l'impact devient négligeable, de l'ordre de moins de 1% à 0,41%. Et enfin, dans la dernière colonne, on a quantifié cet impact, cette fois-ci, avec l'application par génération prévue sur les incapables, donc à savoir décaler d'un trimestre pour les assurés nés à partir de septembre 61, 2 trimestres pour ceux nés en 1962, et ainsi de suite jusqu'à une application totale, donc 64 ans pour les assurés nés à partir de 1968. Et ici, on constate un impact négligeable de l'ordre de 0,01%. Je vais repasser la parole à Jean-Christophe qui va vous présenter les résultats de l'enquête menée par le groupe de travail. Alors, au niveau de la commission contre-prévoyance, au travers du GT Prévoyance, on a réalisé un questionnaire qui était envoyé sur la mesure des impacts en fait, de cette réforme de retraite sur les portefeuilles des différentes personnes. Donc on a eu 91 réponses, avec, on va dire, assez bien réparties entre des portefeuilles collectifs, des portefeuilles individuels et portefeuilles d'assurance emprunteur. Et avec 20% qui considèrent leur portefeuille comme atypique, mais c'était essentiellement par des justifications que c'est des populations cadres ou ouvriers, ce genre de choses. Ensuite, slide suivante. Donc on regarde au niveau du montant de provision moyen des différents répondants. Ce qu'on constate globalement, c'est que la moyenne, globalement, incapacité plus invalidité en attente, on est à peu près à 50% des provisions globales, donc les 50% étant les invalides en cours. Et de manière générale, dans la répartition, on a beaucoup de petits portefeuilles, on va dire, qui ont répondu, mais également de portefeuilles très importants. Donc, ce qu'on voit aussi à la slide suivante. Donc en haut à gauche, c'est la distribution justement des provisions des différents répondants. Donc on voit que ça suit de plus ou moins, on va dire, quelque chose qui s'apparente à une loi de log normale, mais bon, en prenant un peu de détachement. Et la caractéristique moyenne, c'est donc un portefeuille composé de 59% de non-cadres et 53% d'hommes, avec un âge moyen de 46 ans. Ensuite, slide suivante, sur la mesure d'impact. Donc ici, on est sur l'impact au niveau des provisions. Donc, comme l'a dit Adeline, il y avait plusieurs hypothèses, on va dire, sur l'impact sur les provisions. Soit on était sur un impact dur, comme ça a été le cas en 2010, où on a demandé aux assureurs de financer un décalage d'âge de 2 ans, ou soit on est sur la version actuelle où finalement le gouvernement a gardé un âge d'invalidité de 62 ans, donc ce qui limite l'impact pour les assureurs. Donc on voit qu'au niveau des répondants, il y en a 20% qui ont réalisé une étude d'impact et 60% environ qui ne l'ont pas fait mais qui pensent le faire. Et donc parmi les 20% qui ont réalisé une étude d'impact, donc il y en a 47% qui ont un impact inférieur à 10%,
35% entre 10 et 20%, et ensuite 18% à plus de 20%. Ensuite, slide suivante, c'est l'impact sur les tarifs. Donc globalement, on est dans les mêmes ordres de grandeur. C'est juste que dans le camembert de gauche, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a une proportion un peu plus importante qui n'a pas fait d'études et ne compte pas en faire. Et sur les niveaux d'impact, ce qu'on voit, c'est sur les tarifs, globalement, on a une partie de la tranche de 10 à 20% qui se répercute sur la tranche de plus de 20%. Donc ceux qui estiment que l'impact au niveau des tarifs sera supérieur à 20% et un peu plus élevé. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant de conclure. Voilà, donc en conclusion, des impacts de cette réforme qui seront limités par rapport aux impacts de la précédente réforme de 2010, notamment par rapport à cette population des invalides qui, elle, ne rentre pas dans le champ de la réforme. Après, si on regarde un peu plus dans le détail, risque par risque, donc bien évidemment, il va y avoir un impact sur l'incapacité, puisqu'il y a un décalage de 2 ans avec une sinistralité qui sera plus importante sur cette population. Mais on a pu le voir quand on réalise en tout cas des mesures sur le provisionnement, ce sont des impacts qui sont limités. Donc à voir dans le temps après comment va se dégrader la sinistralité et du coup l'impact de cette dégradation sur les tarifs. Sur l'invalidité, donc des impacts très limités puisque l'âge à 62 ans est maintenu. Donc sur tout ce qui est décès, il y aura également une dégradation de la sinistralité. Donc voilà, lié au vieillissement des portefeuilles. Donc ce serait un peu la même chose sur la santé également, où voilà, avec le vieillissement et le décalage de l'âge moyen du portefeuille, il va y avoir une augmentation de la sinistralité qu'il faudra suivre dans le temps pour pouvoir réajuster les tarifs. Et enfin, sur tout ce qui est retraite, donc là, on ne rentre pas trop dans le détail de ces aspects-là, mais les impacts sont limités sur le résultat et il y aura des impacts plus importants sur l'activité, puisque par ailleurs, on a vu on a vu sur les différents graphiques bleu, rouge, jaune, vert qu'il y avait plein de mesures qui étaient liées à cette réforme et que du coup, elles vont également impacter toutes les activités de gestion. Donc, et nécessiteront très probablement des temps de traitement des dossiers plus importants. Donc, cette mise en place de la réforme de retraite, elle nécessitera un suivi technique particulier, quelques nouveaux calculs à faire, notamment sur les provisions. Et après, il y aura tous les impacts sur l'activité, que ce soit pour les commerciaux qui vont devoir aussi expliquer les éventuelles évolutions de la sinistralité des tarifs à leurs clients et tous les aspects juridiques et au niveau de la gestion. Donc, voilà pour la présentation de cet atelier. Donc, avant de passer aux questions, je voulais vous parler un peu du groupe de travail prévoyance. Donc, comme je le disais, il a été mis en place en 2021. Donc, on s'est attaché essentiellement à travailler sur la réforme des retraites et ses impacts depuis la création. Donc, on avait présenté des premiers travaux en novembre à la journée 100% actuaire. Donc là, on avait parlé notamment des modalités techniques de prolongement des tables réglementaires. Donc Guillaume, ici présent, avait parlé de ce sujet. On avait présenté l'enquête que l'on s'apprêtait à faire et pour laquelle vous avez eu les résultats aujourd'hui. Et donc, en termes de prochains sujets, à partir de la rentrée, nous allons travailler sur la rédaction de guidelines des BEL en prévoyance et santé. Donc, si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez contacter Jean-Christophe, avec qui je co-anime ce GT, ou moi-même, ou Samuel Sivy de l'Institut des actuaires. Et à savoir également qu'en parallèle de ce groupe de travail prévoyance, on a créé un groupe de travail dépendance, donc là que je co-anime avec Laure Châtel. Donc l'objectif de ce groupe de travail est de mettre en place des tables de place sur justement ce sujet spécifique de la dépendance. Donc l'objectif premier est de mettre en place des tables sur la dépendance totale. Donc on a déjà l'appui de France Assureurs et de la FNMF.
Donc voilà, on avance sur ce sujet ambitieux, mais pour lequel on espère vivement obtenir des résultats. Et on travaille également sur la mise en place de guides de souscription pour harmoniser les règles de gestion, les définitions qui sont utilisées dans ce domaine de la dépendance pour pouvoir en tout cas préparer, donc ça c'est à plus long terme, la mise en place de tables sur la dépendance partielle. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce groupe de travail, vous pouvez également contacter Laure Châtel ou moi-même ou Samuel Sivy de l'Institut des Actuaires. Voilà, et du coup maintenant je vais vous laisser la parole pour si vous avez des questions par rapport à ce qui vous a été présenté précédemment. Pas de questions? On a vraiment été... Ah. Il n'y a pas de report de l'âge, et j'ai envie de dire, même par rapport à, quelque part, avec la réforme, tous les invalides pourront partir à taux plein à 62 ans, donc ce qui n'était pas le cas auparavant. Ils ne pouvaient pas forcément partir à taux plein, là ils pourront partir forcément à taux plein. Donc éventuellement, on peut imaginer des arbitrages sur des passages supplémentaires en invalidité pour pouvoir partir à taux plein à 62 ans. Mais il n'y a pas de report. Et après, pour les incapables entre 62 et 64 ans, ben, eux, ils ne partiront pas en invalidité. Les gens qui ne sont pas invalides à 62 ans, c'est quand même l'immense majorité de la population. Et ils portent aucun risque d'invalidité, de devenir invalide à 63 ans et à 64 ans. Parce qu'eux, ils n'auront pas 62 ans. Pour moi, ils partiront directement à la retraite, en fait. Parce que s'ils passent invalides à 63 ans, en fait, ils peuvent partir quelque part, c'est instantané, ils peuvent partir directement. Du coup, ils peuvent liquider à taux plein en tant qu'invalide directement. Oui. Je partage qu'il peut y avoir un impact plus fort sur l'invalidité par l'attractivité, la nouvelle attractivité, mais ça c'est difficile à mesurer. Exactement. De l'invalidité. C'est-à-dire qu'on peut supposer qu'une personne qui est fatiguée, qui a envie de partir à la retraite et qui voit qu'elle a cette étape d'aller jusqu'à 64 ans, que soit tentée. Enfin, il y a une nouvelle attractivité d'invalidité. Tout à fait. Ouais. Oui. Il va passer à la retraite à 62 ans. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas cette attractivité de l'invalidité. Et finalement, pour les pouvoirs publics, de toute façon, un invalide ne va pas coûter plus cher puisque c'est soit la caisse de retraite, soit la caisse. Enfin, pour la sécurité sociale, ça va être neutre parce que c'est pas elle qui va le prendre en charge. C'est soit la caisse de retraite, en l'occurrence, ça va être la caisse de retraite, soit l'assurance, l'organisme complémentaire, mais pas l'assurance. Mais tout à fait, effectivement, on peut s'attendre à un nombre de personnes qui passent en invalidité plus important, justement pour bénéficier de ce passage à taux plein plus rapide. Mais, oui, ou tout simplement, je n'ai pas tous mes trimestres, je ne veux pas aller jusqu'à 67 ans, je demande à passer en invalide. Alors, il y a aussi cet aspect qu'il n'y avait pas avant. Il y aurait l'arbitrage, oui, effectivement, à ce niveau-là. Non, mais surtout qu'il y a tout le risque psychologique qui aujourd'hui est couvert par l'invalidité. Donc, on sait bien que la souffrance au travail, etc., les médecins du travail vont avoir peut-être davantage tendance à faire basculer des personnes qui sont en souffrance au travail. Et on sait bien que plus l'âge augmente, plus c'est fort, en invalidité. Complètement.
avez une autre question ou remarque? Moi, c'est pour revenir sur l'invalidité, parce qu'aujourd'hui, avec l'impact, donc ça va être un peu flat, mais est-ce qu'on a, au niveau des catégories, parce qu'aujourd'hui, il y a une distorsion un peu entre première, deuxième, troisième, pour vraiment partir, parce qu'en fonction de la catégorie dans laquelle on va être mise, l'impact sera aussi différent, je pense. Parce que si on a un valide première catégorie, par rapport à deuxième ou troisième, c'est quand même différent. On ne pourra pas partir, je pense, en première. Enfin, si on est en première catégorie, on ne partira pas. Alors, les premières catégories peuvent avoir intérêt à continuer à travailler, parce qu'ils peuvent travailler encore, les premières catégories. Donc après, ce sera un arbitrage entre peut-être comment dire, le montant de leur retraite s'ils partent immédiatement par rapport à la retraite qu'ils pourraient avoir s'ils continuent à travailler et accumuler des droits. Donc finalement, les trois catégories qui sont dans la validité, elles ont les mêmes droits, quoi. Enfin, potentiellement. Potentiellement, oui, mais après, à voir, selon chaque situation, quelle sera la plus intéressante au niveau des individus. Ouais. Et aujourd'hui, on sait à peu près, enfin, même en France, au niveau des invalides, en quelle catégorie, la répartition, non? Je crois que j'ai en tête 30% des invalides dans catégorie 1, mais à vérifier. Oui, c'est ce que j'avais aussi en tête, donc ouais. Peut-être qu'on doit être plutôt bon. Ouais. Oui. En tout. Non, étant donné qu'il peut partir à taux plein, quelque part, il n'y a plus de décote liée, par exemple, à l'absence du bon nombre de trimestres. Ou, voilà, après, s'il a travaillé que quelques années, de toute manière, ça sera par rapport aussi à ses salaires. Et, ouais. Oui. Une remarque. Je suis surpris par l'écart entre les résultats des évaluations faites par Adeline, qui est dans la colonne de droite à peu près à 0, l'impact des provisions, et puis l'autre tableau, celui que tu avais juste là. Voilà. Et là, l'évaluation faite par les acteurs qui ont répondu à l'enquête, où en gros, plus de la moitié d'entre eux, donc c'est le bleu clair et le bleu médium, là, sont à plus de 10%. Alors, est-ce que les acteurs n'ont pas lu le mémoire d'Adeline, ou alors ils ont fait des calculs différents, ou alors on ne mesure pas la même chose? Alors, peut-être juste aussi l'hypothèse, oui, d'âge de départ en retraite, où le 62-64 a été décidé récemment. Et avec 64 ans, on était à 20% d'impact, en tout cas sur le portefeuille que moi j'ai étudié. Donc, ça pourrait expliquer effectivement la disparité des résultats de l'enquête. Et donc, vous avez reçu cette enquête. Je remercie d'ailleurs les personnes qui ont répondu à cette enquête et qui sont présentes dans la salle. Et effectivement, on n'a pas eu les détails aussi. C'était une enquête un peu sous forme de sondage. Et on n'avait pas aussi tous les détails techniques de la façon dont les mesures d'impact ont été faites. Donc effectivement, si c'est comme l'a dit Adeline, si l'étude a été faite avant la mise en place des contours définitifs de la réforme, il y a peut-être une problématique au niveau de l'âge et justement du périmètre invalidité, est-ce qu'il est dedans ou pas? Moi, j'avais une question sur les suites. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des nouvelles tables PCAC, enfin des nouvelles tables qui soient créées sur le risque de passage en invalidité et sur... Alors, Guillaume, tu veux parler un peu des tables? Voilà. Après, c'est vrai que finalement, donc, les effets sur les tables sont limités aussi. En tout cas, sur l'invalidité, il n'y a plus besoin
de prolonger les tables. Sur les tables de maintien d'incapacité, elles vont déjà jusqu'à 67 ans. Donc après, effectivement, ce sera à voir dans quelques années si justement le risque évolue par rapport aux éléments dont on a pu parler précédemment. Et là, ce sera intéressant justement de se reposer la question et de voir quel est l'impact sur les tables actuelles. Ou après, ce sera pris en compte dans des tables d'expérience. Ouais. Mais il faudra quand même attendre quelques années pour avoir un peu de recul et avoir suffisamment de données pour pouvoir vraiment bien mettre en place des tables robustes. Plus de questions ? S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup pour votre attention, pour votre écoute. Et on vous retrouve près du buffet alors, pour discuter plus amplement de toutes ces problématiques.